Les forêts primaires tropicales. Elles sont les capitales du monde vivant, de véritables hotspots de biodiversité, et leur splendeur n'a d'égal que leur fragilité. Année après année, la déforestation massive a annihilé 1/5 de la forêt pluviale amazonienne, la quasi-intégralité de la Mata Atlantica, et jusqu'à 75% des forêts de Bornéo, ce qui révèle l'état de santé désastreux de la forêt indonésienne. Dans l'ensemble, la totalité des grandes forêts tropicales de l'Amérique latine à la Nouvelle-Guinée, en passant par le bassin congolais, subissent aujourd'hui de plein fouet les activités humaines et les sécheresses de plus en plus longues engendrées par le réchauffement global. Il est rageant de constater aujourd'hui leur rapide disparition. Dans les années qui se succéderont, nos forêts vont probablement continuer à décroître sous l'initiative d'une gouvernance obnubilée par une croissance économique irrationnelle, mais aussi sous le coup des lobbies de l'agrobusiness, de l'agriculture intensive et productiviste qui demeure aujourd'hui la cause principale de la déforestation de nos forêts pluviales. Au Congo, la déforestation a pour cause l'urbanisation, l'Afrique centrale comptant une population de plus en plus importante. Mais il y a aussi, et bien sûr, l'exploitation du bois. En Indonésie, ce sont les palmiers qui remplacent la forêt primaire. L'huile de palme est aujourd'hui connue comme étant l'un des plus grands fléaux des forêts d'Asie du Sud-Est. C'est ainsi que les écosystèmes uniques aux espèces rarissimes de l'île de Bornéo ont été balayés de la surface de la Terre, au même titre que les forêts de Madagascar. Enfin, c'est bien en Amazonie que le monde concentre son attention. En effet, la déforestation a pris une ampleur inégalée ces 10 dernières années, surtout sous le pouvoir de Jair Bolsonaro, le président autoritaire du Brésil, qui ne voit en l'Amazonie qu'une entrave au développement de l'économie brésilienne. La déforestation de la plus grande forêt tropicale du monde permet ainsi la culture du soja, ainsi que des élevages intensifs de bovins. L'Occident critique aujourd'hui activement la destruction des forêts primaires ombrophiles, ce qui, je pense, est très hypocrite. L'Europe, jadis continent recouvert par la grande forêt caducifoliée tempérée, a malheureusement quasi anéanti la totalité de ses écosystèmes forestiers. Aujourd'hui, les dernières forêts primaires européennes ne sont que des vestiges de quelques hectares dans les Alpes. La Pologne est actuellement le pays européen ayant encore conservé la plus grande forêt primaire. Il s'agit de la forêt de Białowieża, un véritable vestige d'une Europe dominée par les arbres, aujourd'hui bien sûr révolue. Alors oui, le couvert végétal a considérablement augmenté en Europe, mais ce sont pour la plupart que des forêts secondaires et de grandes exploitations caractérisées par ces alignements d'arbres et la très faible biodiversité s'y trouvant. Mais qu'est-ce qu'une véritable forêt ? N'étant pas seulement un groupement d'arbres, mais une véritable formation végétale, la forêt est un écosystème où les espèces animales, fongiques, bactériennes et végétales interagissent et où aucune d'entre elles ne prend le dessus sur l'autre, ce qui permet le maintien de l'équilibre de l'écosystème. On dit en écologie que la forêt est au stade climax. Elles sont les milieux sur Terre concentrant le plus d'espèces vivantes, d'où le terme de hotspot de biodiversité. Les États européens continuent aujourd'hui activement l'exploitation des arbres. Les plantations françaises d'épicéas n'ont rien à envier aux plantations de palmiers indonésiens. Replanter pour exploiter, ce n'est clairement pas la solution pour préserver nos écosystèmes. La biodiversité, quant à elle, a fortement décliné en Europe, et la plupart des grands herbivores actuels, cervidés et autres sangliers, sont pour la plupart importés et entretenus par les lobbies de la chasse, justifiant cela par le respect de cette tradition de la chasse en forêt. Cette chasse est allée jusqu'à éliminer les grands prédateurs comme les loups, les ours ou encore les lynx. Il est plus qu'urgent de rappeler que les loups sont protégés par l'Union européenne. L'abattage autorisé par le gouvernement est donc complètement illégal et montre toute l'ampleur des lobbies de la chasse et de l'élevage dans nos institutions. La construction du barrage de Sivens symbolise également la destruction des zones humides, pourtant déjà extrêmement menacées sur le vieux continent. Pour terminer, si l'Occident critique les pays émergents détruisant leurs forêts, aucune mesure d'importance ne sont prises dans le cadre des Nations Unies et d'innombrables entreprises américaines, britanniques ou encore françaises, à l'image de Rougier SA, tiennent des centaines de milliers d'hectares de forêts primaires tropicales en Afrique, comme celle du Gabon. Nos entreprises exploitent activement les forêts gabonaises, c'est le comble de l'hypocrisie occidentale.
Il serait donc urgent que les entreprises cessent leurs activités en terre étrangère et que l'Europe enfin décide de préserver la biodiversité en rétablissant la forêt primaire, une initiative lancée par le botaniste émérite Francis Hallé visant justement à reconstituer cette dernière sur notre continent. Mais c'est un plan qui prendra entre 8 et 10 siècles. J'aimerais maintenant poser une question. Pourquoi sauverait-on les forêts tropicales et quels sont les bienfaits qu'elles nous apportent, puisqu'on cherche toujours une utilité ? Comme il a été dit dans la vidéo sur les idées reçues en paléontologie, les forêts tropicales, bien que souvent considérées comme de véritables poumons de la Terre, n'en sont pas réellement. L'Amazonie, par exemple, produit une quantité astronomique de dioxygène, mais cette dernière n'ira pas dans nos poumons. Tout cet oxygène est réutilisé par l'Amazonie elle-même, car les plantes, bien que faisant de la photosynthèse, respirent tout comme champignons et animaux, et ont donc besoin d'eau d'eux pour alimenter ce cher cycle de Krebs. La principale raison de sauver les forêts équatoriales n'est donc plus valable réellement. Plus de 50% de l'oxygène est cependant produit par des petits organismes unicellulaires, je cite les diatomées et autres coccolithophores, d'où la nécessité accrue de préserver les océans. Mais ceci est un autre sujet. Les forêts tropicales ont cependant de nombreux atouts. Par exemple, elles ne sont peut-être pas des poumons planétaires, mais on peut tout de même les considérer comme de véritables climatiseurs terrestres. Leur pouvoir de stockage du dioxyde de carbone atmosphérique est juste titanesque. Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, avec l'intensification de l'effet de serre induit par le rejet massif de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, déforester serait priver notre planète d'un moyen efficace pour réduire le taux de CO2 atmosphérique. De plus, il est important de rappeler que les incendies ont souvent pour cause les méthodes de déboisement par brûlis. Ces derniers, entretenus par les sécheresses, consument la forêt primaire et rejettent massivement du dioxyde de carbone, encourageant et alimentant l'effet de serre. En plus des capacités qu'ont les forêts à stocker le carbone, elles sont aussi de véritables hotspots de biodiversité. Les détruire reviendrait à annihiler les millions d'espèces y vivant, dont la plupart inconnues. Quel droit a l'homme pour décider du sort de ces populations animales, comme ces orang-outans menés au bord de l'extinction par la déforestation, et pourtant si proches de nous ? Détruire la forêt tropicale humide traduirait la disparition des grandes canopées où prospèrent lianes et plantes épiphytes. Plantes qui ont pourtant des propriétés biochimiques évidentes, pouvant potentiellement être très utiles au développement de nouveaux médicaments efficaces. Les grandes forêts des tropiques sont aussi capables, par leur ampleur, de conserver un climat chaud et humide dont elles ont absolument besoin pour leur pérennité. En effet, les arbres de ces grandes forêts sont confrontés à une très forte insolation et à des températures élevées toute l'année de l'ordre de 25 degrés Celsius en moyenne. De ce fait, les arbres évacuent énormément d'eau par évapotranspiration, et ce volume d'eau absolument gigantesque rejeté dans l'atmosphère retombe rapidement sous la forme de pluies intenses. C'est ainsi que les forêts préservent, à 0 degré de latitude, une forte pluviométrie, permettant à la vie de prospérer dans un climat chaud et humide. Mais le problème, c'est que la déforestation massive de la Mata Atlantica, puis de l'est de l'Amazonie brésilienne, a considérablement affecté la pluviométrie de l'intérieur des terres, privée du vent marin plus frais de l'Atlantique, apportant une humidité pourtant essentielle à la stabilité de cet écosystème, engendrant ainsi des sécheresses de plus en plus intenses, et en continuant à déforester, on a réduit considérablement l'influence de l'évapotranspiration amazonienne. Le résultat, c'est l'extension de la sécheresse favorisant des incendies destructeurs qui réduisent désormais encore et encore la superficie de nos forêts tropicales. 2019 a particulièrement marqué les esprits par des incendies ravageant toute l'Amazonie, mais aussi, et on l'a beaucoup oublié, dans le bassin du Congo, où les feux ont été tout aussi destructeurs. Ces brasiers dans les tropiques symbolisent la terrible action de l'homme sur l'environnement. Les conséquences au Brésil de cette déforestation massive et sauvage sont déjà observables. Il s'agit bien sûr de la désertification de l'Amérique du Sud tropicale, ce qui est totalement paradoxal, car si l'on déforeste pour étendre des surfaces agricoles, ces dernières ne perdureront absolument pas dans un contexte de désertification, car ces plantations ont besoin d'une importante quantité d'eau. De plus, les sols des forêts équatoriales sont très pauvres en nutriments et très acides du fait d'un lessivage constant du sol par les pluies. Donc, pour maintenir une agriculture intensive sur ces sols, il faut brûler la forêt dans un contexte où les incendies peuvent très facilement devenir incontrôlables et apporter ensuite des engrais chimiques, participant ainsi à la destruction de ces mêmes sols.
Les pays d'Amérique du Sud risquent d'être victimes d'une savanisation, voire d'une désertification, ce qui rendra ces pays hostiles à toute activité agricole, en plus d'augmenter les inégalités socio-économiques. Rien de bien joyeux, il est donc plus qu'urgent de stopper immédiatement la destruction de ces écosystèmes. Mais parlons maintenant des solutions que nous pourrions apporter pour résoudre ce problème. Il est évident que replanter massivement dans l'est du Brésil, mais aussi en Chine et dans les forêts tropicales du Congo, de Madagascar et de Bornéo est essentiel pour endiguer le processus de désertification et ainsi préserver ce qu'il reste encore. Une étude récente publiée en juillet 2019 a démontré qu'il faudrait planter environ 1200 milliards d'arbres, soit un couvert forestier de 9 millions de kilomètres carrés, ce qui reviendrait à une surface grande comme les États-Unis, pour consommer les 2/3 du CO2 produit par la civilisation thermo-industrielle. Bref, on a du pain sur la planche. Replanter massivement pour tenter de reconstituer des écosystèmes disparus prendra énormément de temps. Ces surfaces reforestées devront rester à l'écart de toute action humaine pendant plus de 7 siècles. C'est le minimum pour redonner vie aux forêts primaires. Bien sûr, nous devons stopper cette déforestation massive, et pour cela, les solutions sont limitées. À notre échelle, je pense qu'il faudrait qu'on prenne véritablement conscience des enjeux de cette déforestation. Il est donc nécessaire d'en parler davantage, de répandre le plus possible les idées écologistes proposant de véritables réformes sur la protection de la biodiversité. Il est temps de stopper cette écologie politique qui n'agit que par taxation sur taxation, ce qui augmente les inégalités sociales et qui demeure totalement inefficace. Tenter d'avoir un autre regard sur l'écologie, allier cette dernière avec le social pour créer une écologie solidaire serait un premier pas à franchir. Et ce n'est que comme cela que la société finira par se ranger du côté des verts. La science a un rôle considérable à jouer pour préserver nos forêts et finalement sauvegarder notre propre espèce à l'avenir. En effet, ce n'est qu'en comprenant la structure des écosystèmes, en apprenant à connaître le monde naturel, que l'on pourra agir efficacement et relever les défis nombreux qui parsèment notre futur. Augmenter le budget global alloué à la recherche fondamentale française est donc, vous l'avez compris, quelque chose d'essentiel. Enfin, il faut partager ces connaissances, vulgariser, sensibiliser comme je le fais dans le cadre de cette vidéo, pour que les populations, lentement mais sûrement, se lèvent contre ces écocides planétaires. Ainsi, on peut par exemple réduire drastiquement notre consommation des produits provenant d'une agriculture intensive, comme au Brésil ou en Indonésie, modifier progressivement notre régime alimentaire en baissant notre consommation de viande pourrait également aider à la préservation de ces écosystèmes. Vous vous en doutez, les actions populaires sont importantes, mais ce sont les décisions prises par les chefs d'État qui seront déterminantes. Un problème planétaire qui est celui du changement climatique, de la destruction des milieux et de la biosphère, ce ne sont pas les pays dans leur isolationnisme qui répondront à ces crises, ce sont les Nations Unies. Il paraît donc crucial que l'ONU voie son pouvoir décisionnel augmenter. Si les États du monde ne parviennent pas à s'entendre sur la protection de ces forêts, faudrait-il mieux les considérer comme des no man's land ? Cela interrogerait bien sûr la place de l'ONU dans le monde, car la souveraineté nationale des pays, comme le Brésil, seront contestées sur ces territoires amazoniens. Les grandes forêts des tropiques n'appartiennent à personne, et quand leur destruction peut provoquer des désastres inimaginables à l'autre bout du monde, alors c'est du devoir des Nations Unies d'agir, sinon, à quoi sert-elle ? Il me resterait encore tant de choses à dire, mais je pense que nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, et qu'elle aura suscité chez certains d'entre vous une certaine réflexion sur ce sujet. Je vous encourage à découvrir la série documentaire Our Planet, narrée par le célèbre naturaliste britannique Sir David Attenborough, présentant les derniers joyaux de la biosphère à préserver à tout prix. Enfin, je me permets aussi de mettre en avant ce fabuleux documentaire. Il était une forêt réalisé par Luc Jacquet et le botaniste émérite Francis Allais, parlant de la renaissance de la forêt primaire équatoriale après un épisode de déforestation. Des images grandioses, un texte intelligent et didactique, des musiques époustouflantes et une excellente narration constituent ce film dont la seule ambition est de vous faire découvrir le génie végétal et toute la splendeur de ces écosystèmes menacés.